Alors, bienvenue à Thierry. Et merci pour être ici. Ci ha ritrovato n'a pas comme Cannes classique, mais il y a des moments classiques quand même dans le cinéma ritrovato. Et un de ces moments qui se répète chaque année. Et chaque année, je dois convaincre Thierry qui dit mais non, on a déjà dit tout, non, mais on s'arrête. Mais je pense que pour tout le monde, c'est toujours un moment fort de la programmation qui tombe bien, qui tombe quelques semaines après Cannes, un mois après la dernière édition de Cannes. Et donc, d'une part, on est tous en réflexion sur qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est notre travail, qu'est-ce que c'est le futur. Et puis, ces rencontres tombent toujours après quelques jours. Maintenant, on a supéré la moitié du cinéma ritrovato. Et donc, on a en tête encore beaucoup d'autres questions. Et Thierry n'est pas seulement le directeur de Lyon, le directeur de Cannes. Combinaison déjà unique, parce qu'il est en même temps à la source de l'histoire du cinéma et au sommet du présent. Donc, c'est une belle combinaison, mais c'est aussi quelqu'un qui a une capacité de réflexion sur les directions dans lesquelles tous nous sommes en train d'aller. Alors, c'est jamais en conversation. Thierry, c'est un ouragan de réflexion et d'idées. Donc, normalement, je pose une question et après, c'est plus une conversation et c'est formidable. Et cette année, on a eu la chance d'avoir une double présence lyonnaise à Bologne. Donc, on a fait une rencontre avec Bertrand et avec lui aussi, c'est formidable parce que c'est juste un mot et puis c'est une incroyable qualité de réflexion qui arrive sur l'histoire du cinéma. Donc, on avait mis comme titre Cannes, la réponse du cinéma. Et en effet, la programmation de cette année donnait beaucoup de réponses et d'idées sur notre futur. Oui, d'abord vous dire le plaisir que j'ai à être ici à Bologne, à être avec toi, Gianluca, et avec vous tous. Si d'ailleurs on peut encore éclairer la salle, parce que on n'est pas à l'Olympia, on n'est pas les artistes, donc je préfère que vous voir vos visages, voilà, comme ça je vois le visage des amis et nous savons à qui nous parlons. Chaque année c'est une improvisation, mais qui est utile parce qu'on a besoin dans nos métiers de réfléchir un peu, et avant on le faisait beaucoup plus. On était peut-être moins nombreux, mais on réfléchissait plus. Aujourd'hui, il y a plus de monde qui s'intéresse, par exemple, au métier du cinéma classique et du patrimoine. Et en même temps, on court, comme toujours. L'impatience règne en maîtresse sur nos existences. Et on n'a pas le temps de poser les choses. Alors, on essaye de le faire. Thierry, une fois par an. On a un problème. Avec la lumière, on n'entend pas la traduction. On est dans un monde très bizarre, très très bizarre. Donc, non? On n'entend pas? Si? Ça marche? Ça marche ou pas? Pour qui ne marche pas, c'est la main? Non. Non, mais sinon, tant pis. C'est bon? Non, it's okay. Bon. Ça va? Non. Non. If English doesn't work, I can try to speak English, but... Abbassiamo la luce. Pardon. C'est super, sinon...
Là, carrément, j'ai l'impression qu'on est Bruce Springsteen sur scène. Donc, c'est important de parler. Alors, on avait évoqué les années précédentes des choses autour qui finalement tournent toutes autour de la même chose. Quand on travaille, quand on est cinéphile, et quand, a fortiori, on travaille dans le cinéma classique, on est souvent pris pour des gens issus d'un monde révolu, d'un monde terminé, d'un monde qui a existé, mais dont nous sommes les garants, dont nous sommes les protecteurs, dans une sorte de mélancolie permanente et d'une nostalgie incorrigible, mais qui fait quand même de nous des gens d'un vieux monde, des gens ringards, des gens... bon. Et ça rappelle toujours le mot de Guitry sur le cinéma et le théâtre. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose dans le cinéma qui est constitutif de son être, quand il disait au théâtre on joue et au cinéma on a joué. Quand le film arrive, c'est que c'était déjà passé. Donc il y a toujours quelque chose, y compris lié à cette parole fausse mais légendaire de Lumière qui ne croyait pas à l'avenir du cinéma. Répétons il n'a jamais dit ça, mais c'est tellement beau que c'est une belle légende. Et quand nous, les gens du patrimoine, vous tous, nous passons dans nos familles ou dans nos métiers, et même parfois à l'intérieur des responsables, pour des gens tournés vers le passé, eh bien, cette habitude d'être traité comme ça, maintenant, je l'ai à Cannes, parce que nous défendons le cinéma en salle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre les plateformes, nous ne sommes pas contre Netflix, mais nous disons simplement qu'il peut y avoir un nouveau monde qui arrive, et on va en parler, ce nouveau monde est là, il est puissant, il est brillant, il est intelligent et il est prometteur, mais ça ne fait pas du cinéma contemporain, mais du cinéma en salle, un monde révolu. Donc finalement, on se retrouve avec la même considération dont nous avons l'habitude, nous, porter sur le cinéma classique. Oui, ces types-là s'intéressent, ces types-là et ces femmes-là, pardon, s'intéressent au cinéma du passé. Maintenant, nous sommes considérés, et par exemple, mais je vais expliquer que pas cette année, mais l'année dernière, nous sommes considérés à Cannes par une partie de l'opinion mondiale, ça veut dire une grosse partie de l'opinion américaine, avec quelques suiveurs français, comme des gens qui ne veulent pas comprendre l'avenir et qui veulent rester dans des choses comme ça. On ne le dit pas de Renaud Capuçon, qui est un violoniste extraordinaire et qui a un violon qui date du XVIIe siècle. On ne considère pas que... Non, on ne considère pas que Lang Lang, le pianiste, soit issu d'un monde révolu où les gens allaient écouter du piano, quelqu'un qui jouait du piano. C'est un monde qui est toujours présent. Mais on veut faire du cinéma quelque chose qui doit forcément procéder par étapes et qui doit détruire les vaisseaux derrière lui, qui doit détruire constamment ce qui le précède. Alors, encore une fois, on en a parlé au moment de quand on a commencé ces conversations, puisque on avait dit, l'une d'elles s'appelait Patrimoine cinéma classique. Notre victoire sera-t-elle notre défaite? C'est-à-dire le travail qui est fait ici à Bologne, le travail qui est fait par... Vous êtes nombreux ici à être des professionnels du patrimoine, le travail qui est fait à Lyon ou à Cannes, à San Francisco pour le festival, à la George Eastman House, à Pordenone, dans plein d'endroits, a remis en valeur le cinéma classique. Et en même temps, le cinéma classique est devenu partout, et on avait tendance, disait-on il y a 5 ans, à oublier que tout ça était né grâce à la protection, grâce au conservatisme, mais grâce aussi à l'action des cinémathèques et de tous ceux qui, avant que le cinéma classique redevienne une petite force économique, des gens qui protégeaient ça en tant que patrimoine. Et je voudrais d'ailleurs, évidemment, avoir une grande pensée pour Freddy Buach, qui est mort juste après Cannes, mais Frédéric Maire nous disait ce matin, après avoir
vu la soirée de clôture à la télévision de Cannes et avoir tempêté parce que Marco Bellocchio n'était pas récompensé. Et il avait raison. Le film de Bellocchio, comment c'est, Traditore? Il Traditore. Traditore est un film absolument magnifique. Et sans révéler des secrets du jury, ils étaient très malheureux. Ils aimaient beaucoup le film, ils étaient très malheureux de ne pas avoir pu trouver de place au palmarès pour Bellocchio. Et voilà, les gens comme Freddy ont longtemps œuvré dans une certaine solitude, mais pas sans amitié. C'est important de dire à quel point l'amitié jouait pour les relations entre les collectionneurs, entre les collections. Et aujourd'hui, donc, pour revenir à ta question, Cannes, oui, Cannes 2019 a été la réponse du cinéma. A été la réponse à quelque chose dont on a dit, mais c'est écrit, moi je vous ressors tous les papiers l'an dernier, sur mais pourquoi le Festival de Cannes a instauré cette règle qui veut que les films en compétition, pas le hors compétition, pas les séances spéciales, doivent obligatoirement sortir en salle en France. Donc sur le territoire du Festival de Cannes. Pas partout, mais en France. Et on a vraiment subi des attaques extrêmement violentes, qui étaient à la fois techniques, qui étaient à la fois symboliques et politiques, bien sûr, parce que on entrave la marche en avant triomphale d'une ou plusieurs sociétés, mais en l'occurrence d'une, puisqu'elle refuse les sorties de films en salle, qui s'appelle Netflix, et que, au nom de cette ivresse de la modernité, eh bien, nous restions en arrière. Oui, nous restons en arrière. Enfin, dans ce qu'eux considèrent comme étant en arrière. Mais dans ce qu'on ne peut pas considérer comme étant en arrière, si on le compare à d'autres disciplines artistiques. Donc, cette idée, là, on n'en est pas là. Parce qu'en littérature, ils savent défendre. Donc, on n'en est pas. Bien sûr qu'il y a des livres numériques. Et moi, quand maintenant, là, je suis en train d'écrire un autre livre qui n'a rien à voir avec le cinéma, c'est sur le judo, mais je refuse la version numérique parce que pirater les films, les télécharger, c'est très lourd. Il faut du matériel quand même. Il y a du streaming. Pirater les livres, c'est rien. Donc, quand les gens vont se mettre à pirater vraiment la littérature, là, ça va faire des dégâts terribles. Et il y a quelque chose d'une idée de la littérature. Parce qu'il y a des écrivains qui défendent ça, il y a des revues, il y a des éditeurs qui protègent la littérature, qui protègent ce qu'est la littérature. La littérature, quand les gens disent ça. Bon. En cinéma, issu encore une fois des années 50, 60, je parle pour la France, mais pas seulement, puisque je parlais de Freddy et des rencontres en 53, 54 à Évian, entre Freddy Buage, qui faisait un ciné-club à Évian parce qu'il y avait de la censure en Suisse, et il faisait ça avec Bernard Charder, et que tout ça se retrouve dans l'équipe de Positif, il y avait quelque chose d'une culture qui naissait et qui a duré c'est comme en politique, qui a duré jusqu'aux années 70, puis après les années 80 ont tout foutu en l'air. C'est comme en politique. Mitterrand, la gauche française est élue en 1981 car elle est le résultat des années 60 et 70. Et après, ce qu'elle a fait du pouvoir, c'est l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard maintenant. Et eh bien, cette culture-là qui faisait qu'on allait au Festival de Cannes ou qu'on allait dans les festivals ou dans les ciné-clubs, il fallait avoir vu tel classique. Et quand on ne savait pas, on disait rien. Parce qu'on se disait que, puisqu'on nous présentait ça comme un film classique, avec évidemment parfois des évaluations qui ont été revues à la hausse ou à la baisse par le temps, mais on faisait un effort pour tenter de comprendre en quoi telle ou telle œuvre. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus par le mouvement des ciné-clubs qui n'existe pas. Parce que le mouvement des ciné-clubs, dans les années 80, a été considéré comme ringard et comme encore une fois, quelque chose du passé. C'est au moment où moi je commence à l'Institut Lumière, et on a des gens à la mairie qui, dès qu'on dit, bah voilà, on va montrer des classiques du cinéma, puis on va faire des débats. Ah ouais, mais ça fait ciné-club, qui était l'insulte absolue. Faire ciné-club.
Et quand on leur disait, mais vous savez, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, tous les grands intellectuels français ont été éduqués par les cinéclubs. D'ailleurs, si vous lisez les 2 livres de Deleuze sur le cinéma, et c'est parfois le reproche que moi je lui fais, c'est que toutes les références sont les références absolues, classiques, automatiques de ce qu'étaient considérés comme étant les films dont on devait parler dans les années 50 et 60, qui était son époque. Et eh bien ça construisait quelque chose. Or, on a tout détruit de ça, un peu partout, mais en l'occurrence pour le cinéma de ça, et on se retrouve avec pas seulement des désaccords. On peut avoir un désaccord sur les plateformes ou le cinéma en salle, mais sur l'idée même que contester une sorte de progrès dont on doit affirmer toujours qu'il est inéluctable était déjà un problème. Or, il faut d'abord prendre son temps. C'est comme les séries. Quelqu'un me disait, oui, mais les séries supplantent en légende les films de l'histoire du cinéma. Alors, moi, je suis pas un spécialiste des séries. J'ai quand même tenté de regarder Game of Thrones. J'en ai regardé une saison et ça me suffit. Parce que il y a trop de films de cinéma que j'ai envie de voir, et puis parce que c'est autre chose. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du piano, donc je ne vais pas être un spécialiste de l'histoire des séries. C'est une autre discipline, et c'est formidable, et c'est populaire, et il y a plein de... Mais au nom de quoi ça devrait être quelque chose qui remplace le cinéma? D'autant que, sur le plan purement artistique, sur le plan du fond, sur le plan du langage, les séries, c'est autre chose, et le cinéma doit continuer à faire ce qu'il a à faire. Et je trouve que l'idée même de combattre un progrès devant lequel il faudrait céder était, en tout cas l'an dernier, était un problème. Et donc, le Festival de Cannes, et ceux qui pensent comme nous que le cinéma n'a pas à disparaître et est loin de disparaître, étaient considérés comme pensant de mauvaise manière. Alors, vous savez, c'est comme dans les journaux américains. Les journaux américains n'ont jamais dénoncé Harvey Weinstein quand il achetait beaucoup de publicité. Et oui. Quand il était puissant, vous n'avez aucun article dans aucun journal américain qui posait la question. Donc aujourd'hui, je ne compare pas bien sûr, mais on sait très bien que l'argent est du côté des plateformes, et du côté de Netflix, et du côté... Donc c'est normal, ils achètent de la publicité, ils sont extrêmement efficaces, ils sont extrêmement brillants. Tous les jours, toutes les semaines, vous avez les nouveautés sur telle ou telle plateforme. Et bien sûr que le cinéma apparaît comme étant moins armé, moins riche, moins optimiste. Eh bien, c'est de ça dont, en se sentant un peu seul l'an dernier, on s'est dit, mais est-ce qu'on fait fausse route ou quoi? Et donc, cette année, on peut se dire que non, on ne faisait pas fausse route. C'est-à-dire que Cannes, cette année, a été la réponse du cinéma. Pendant 15 jours, personne n'a prononcé le mot Netflix. À Cannes, personne. Alors, je disais hier soir que Lumière a gagné sur Thomas Edison il y a 120 ans, 125 ans. L'année prochaine, en fait, les 125 ans du cinéma. Il a gagné contre Thomas Edison parce que lui, c'était une petite boîte, et Lumière a dit il faut faire projeter sur grand écran. Et après, je rappelle qu'il a produit 2000 films. Donc, pour quelqu'un qui supposément ne croyait pas au cinéma, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Et donc, Lumière gagne. Les gens avaient envie de ça. Et peut-être que Netflix, c'est la revanche d'Edison. C'est la vengeance d'Edison. C'est-à-dire, à nouveau, les gens veulent ça. Et il faut payer 10 € par mois, 10 $ par mois. Tu veux une image, il faut payer. Et pour 10 €, tu vois des milliers d'heures d'images. Et nous, pour 10 €, c'est un seul film. Alors oui, sur le plan économique, c'est curieux. Mais justement, ça dit la valeur des choses. Et donner un robinet à film
pour 10 € par mois, finit aussi par dévaloriser les films en question. Par ailleurs, pour parler très clairement, il faut remplacer le mot Cannes par le mot cinéma et remplacer le mot Netflix par le mot télévision. C'est la discussion entre le cinéma et la télévision. Ça fait 50 ans qu'on a cette discussion. Dans les années 50, la télévision apparaît, le cinéma se révolte, invente le scope, invente les grandes salles, tente de faire des choses, et puis les deux cohabitent. En France, où aujourd'hui il y a 200 millions de spectateurs par an, après la guerre il y en avait 450, et puis au début des années 80, ça tombe à 100 millions, 120 millions. Et là, on réinvente des systèmes de financement. Nous, en France, vous, en Italie. Après, il y a des problèmes. Non, voilà. En Italie, non. Pas on n'invente pas. Oui, non. voilà. On a subi la télévision et on a subi une destruction de celui qui était la deuxième industrie du cinéma au monde. Absolument. Et on va arriver au sujet, justement, qui est l'esprit de combat de tout ça. Et donc, la discussion cinéma-télévision, ceux qui restent chez eux ou ceux qui sortent de chez eux, elle a toujours été. Il y a des gens qui ne sont plus socialement capables d'aller au cinéma. Ils sont plus capables, dans leur culture, dans leur tête, dans leur fonctionnement social, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller au stade, d'aller pour des questions de précarité sociale aussi, pour des questions de difficultés sociales. Ils ne sont plus capables de dire bonjour, le film là, je peux aller. Il y a des gens qui ne s'assoient plus dans des lieux publics, qui ne vont pas au concert de rock, qui ne vont pas. Bon, eh bien, pour ces gens-là, on a inventé la télévision. Et aujourd'hui, la télévision, qui est la première à mourir, Netflix et compagnie, les plateformes ne tuent pas le cinéma. Ils tuent d'abord la télévision. Première victime. Deuxième victime, les plateformes entre elles. Là, il y a Netflix et Amazon. Et un peu Hulu. Mais bientôt, il y aura Warner, Apple, Disney. Donc, elles vont se faire aussi, ça va être intéressant de voir comment les gens vont choisir. Vous savez que les studios retirent leurs films de Netflix le plus possible parce qu'ils vont vouloir l'exclusivité. Disney a des milliers, des dizaines de milliers de films. Ils veulent l'exclusivité pour Disney+, la future plateforme. Disney et Fox. De Disney et en plus de Fox. Bon. Donc, ça va être intéressant de regarder ça. Nous, le cinéma. Un point pour vous, un point pour vous. Et nous, on est le cinéma. Alors, encore une fois, je relis, parce que j'ai toujours pensé, ça, c'est pour ça que je ne voulais pas quitter Lyon quand je suis allé à Cannes, c'est parce que c'est la même chose. Et il faut relier le sentiment que nous avons dans nos métiers, exploitants, cinémathèques, archives, distributeurs, ayant droit, où c'est difficile, bien sûr, c'est difficile d'avoir des spectateurs nouveaux, de restaurer à Lisbonne des films rares. Et peut-être un jour, ça va être difficile de produire du cinéma d'arrêt-essai, qui est un renouvellement du langage, qui sont des essais esthétiques, qui sont des audaces réussies, ratées, mais il faut ça, pour que des gens puissent continuer à se dire « heureusement, c'est encore possible ». Et donc, heureusement, c'était encore possible quand, depuis une dizaine, quinzaine d'années, quelque chose s'est joué sur le cinéma classique, parce que les cinémathèques avaient tenu vivant l'animal, eh bien, il faut tenir vivant l'animal cinéma contemporain, pour quand on aura passé ce moment moderniste qui veut qu'on doive obligatoirement aller du côté des nouvelles pratiques qui sont formidables, mais qui ne doivent pas être exclusives d'un comportement de spectateur. Et donc, la réponse de Cannes, c'était le cinéma, ça veut dire quoi? Des grands films, des grands auteurs, des grands écrans, et du grand public. Et du public, parce qu'il n'y a pas de... Et y compris quand Alain Delon est venu pour recevoir un hommage, quand Sylvester Stallone est venu pour recevoir un hommage, quelque chose qui se jouait, qui se nouait
de la mémoire collective d'un public international, de Monsieur Klein ou de Delon d'un côté, ou de Rambo de l'autre, avec plein de jeunes, puisqu'on a une section jeunes, ils étaient tous là pour Stallone. Rambo, c'est un film qui a 30 ans, 35 ans. Plus même. Il y a quelque chose d'une mémoire. Nous verrons si dans 30 ans, il y aura des projections de House of Cards ou de Game of Thrones. Le but ultime des Sopranos, les Sopranos, les séries télévisées, les feuilletons ont commencé, la nouvelle époque, la nouvelle génération, c'était les Sopranos. David Chase. D'abord, David Chase, qui est un génie de scénariste, a fait des films de cinéma qui n'ont pas eu la même réussite que les Sopranos, mais surtout, le but ultime des producteurs des Sopranos était de faire un film de cinéma, était de se faire reconnaître par le cinéma. Et la mort de James Gandolfini a tout fait rater, hélas, et le plus bel hommage fait à James Gandolfini, d'ailleurs, a été rédigé par Bruce Springsteen. Ça, c'était pour le citer une deuxième fois. Mais on voit bien que le cinéma reste cette sorte d'anoblissement. C'est le cinéma qui rend noble. Parce que le cinéma a inventé une culture, a inventé la critique, a inventé le box-office, a inventé les posters, a inventé les filmographies, les dictionnaires, les livres, les discussions, les engueulades. Et je ne dis pas que cette culture-là n'existe pas pour les séries, surtout que moi je ne suis pas dans ce monde-là. Et peut-être que vous allez dire, si, ça existe, en famille, comme ça. Mais nous, on fait que parler de cinéma tout le temps. Et moi, dès que je suis au restaurant, comme on parle que de cinéma, au bout de 5 minutes, la table d'à côté, il parle de cinéma. Toujours. Non, en Italie, on parle de bouffe à manger et la table à côté aussi. Mais puisque tu parles de l'Italie, il y a deux... Tu as des questions, sinon parce que... Non, mais continue, et puis j'ai des questions. Bon, une question, si tu veux. Non, attends, j'ai un truc à dire avant, qui est qu'il y a deux problèmes de point de vue. C'est le problème français et c'est le problème américain. Et il y a un troisième problématique de point de vue, c'est la chinoise. Français, parce que on est trop optimiste. Je suis trop optimiste quand je dis on va défendre le cinéma, tout va bien. Parce qu'en France, ça va pas mal. En Amérique, ils sont trop pessimistes sur le cinéma, parce que c'est plus compliqué. Ils n'ont pas ce que nous avons en France dans l'éducation nationale, dans les écoles, dans un certain mouvement politico-culturel. L'Amérique, elle élit Donald Trump, ce qui est pas une cause, c'est une conséquence. C'est un symptôme, c'est un signe. Make America Great Again, America First. Donc nous, d'ailleurs, les journaux américains critiquent Cannes parce que l'an dernier, une palme d'or japonaise, cette année, une palme d'or coréenne. Où est l'Amérique? Bon. Mais oui, l'Amérique que nous aimons, c'est Terrence Malick, qui me passe un petit coup de fil avec sa petite voix au mois de mars en disant « J'ai fini mon film. J'aimerais bien revenir à Cannes, peut-être. » C'est Tarantino qui fait tous les efforts possibles pour être prêt à temps. Parce qu'ils sont issus de cette culture mondiale, universelle, et pas seulement l'Amérique. Mais aux États-Unis, même si, je ne sais pas si les amis Tim Lanza du groupe Cohen, de Charles Cohen, sont là, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de salles qui ouvrent maintenant, à nouveau, de plus en plus. Mais quand même, c'est difficile le paysage là-bas. Et on sait très bien, on pourra en parler tout à l'heure, comment dans le cinéma contemporain va se jouer ce qui va aller sur les plateformes, ce qui va aller dans les salles de cinéma. Donc, on a un point de vue qui est vraiment spécifique à l'Amérique, mais qu'il ne faut pas généraliser. On a un point de vue qui est spécifique à la France, mais qu'il ne faut hélas pas généraliser non plus, parce que parfois on est peut-être un peu trop confiant. Et puis, je disais, il y a les Chinois, parce que les Chinois, eux, ils anticipent sur l'avenir, et il y a les deux. C'est un très vieux pays, bien sûr, mais c'est un jeune pays aussi. Et la Chine, aujourd'hui, a produit d'abord ses propres sociétés, ses propres GAFA, mais chinois. Et aujourd'hui, même le gouvernement veut que la jeunesse chinoise voit des films d'art et essai, que la jeunesse chinoise voit du cinéma d'auteur, et pas seulement des gros blockbusters, chinois, américains et chinois.
Et aujourd'hui en Chine, au moment où je vous parle, parce que c'est le même distributeur que les films Lumière là-bas, Capharnaüm, le film de Nadine Labaki, est en train de faire 60 millions de dollars de recettes. Ça, les Américains, ils le savent même pas. Vincent Maraval, le patron de Wild Bunch, qui est une des plus grosses agences de vente, il dit, mais moi, l'Amérique, c'est 10% de mon chiffre d'affaires. 90% de mon chiffre d'affaires, c'est le reste du monde. Et c'est aussi ce genre de film. Comme vous savez, la Palme d'Or, Parasite, est un gigantesque succès dans son propre pays, puisqu'il a déjà dépassé les 7 millions de spectateurs. Wow. Et en France, il va vers le million et demi de spectateurs. Donc le public est intact, on revient à Lumière. C'est le public qui a inventé le cinéma aussi. Donc c'est le public qui va sauver le cinéma. Mais encore faut-il que ce public-là soit prévenu, j'allais dire éduqué, le mot est pas très joli, mais soit se sente dans un environnement qui lui donne aussi à lui du courage, de l'audace et la possibilité d'épancher sa passion pour le cinéma. Donc, oui, Cannes a été la réponse du cinéma, et tout de suite parce que les gens se sont précipités en salle. Mais encore une fois, c'est une situation française. J'aurais beaucoup de questions, donc j'essaie de reprendre plusieurs thèmes que tu as touchés. On vient d'une soirée sur Piazza Maggiore, après laquelle c'est difficile de ne pas être persuadé de ton optimisme et du mot. Il faut avoir de l'audace, non, que tu posais, qui est un mot très cinéma. Le cinéma a été toujours au dossier. Et quand je vois tellement de gens qui viennent voir un film qui a 90 ans, qui à l'époque était déjà dépassé, parce qu'en 29, le cinéma muet était fini, et quand même, il continuait, et il croyait en ça. Et on voit aussi la réaction de ce public, qu'on n'a pas obligé à venir, et qui était... à la fin, c'était vraiment dans un état de plaisir. De plaisir. Aujourd'hui, le fait que tout le monde rit au même moment de gags créés il y a 90 ans par un mec qui était en train d'être presque expulsé de la production et qui, au contraire, était au sommet. Bon, c'est difficile, n'est pas être optimiste. Et en plus, moi, je vois chaque année le festival a plus le Cinema Ritrovato, mais Lyon, c'est exactement la même chose. Chaque année, il y a plus de gens, les salles augmentent, il y a plus de gens, il y a beaucoup de jeunes, et j'ai même l'impression qu'il y a quelque chose d'archaïque dans la projection dans une salle, c'est-à-dire notre époque est en train de nous convaincre qu'il faut rester à la maison, qu'il ne faut pas sortir, qu'on aura tout en restant à la maison, mais en même temps, je pense qu'il y a un vrai plaisir humain à voir quelque chose ensemble et entendre les autres personnes qui ont en même temps des réactions ou qui n'ont pas cette réaction. Donc, je pense que le mot optimisme, c'est essentiel, justement dans une époque dans laquelle on ne devrait pas être optimiste parce que il y a un vent très contraire et les réseaux sociaux vont vraiment dans une autre direction. C'est donc les mots optimistes, je pense, qui ont absolument raison. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a ouvert le festival avec Miracolo à Milano, qui est un film qui a été un peu massacré à l'époque, justement pour ses côtés comiques à l'intérieur d'un film qui est très réaliste. Mais de l'autre part, je me demande, est-ce que les films qui sortent aujourd'hui, même les très grands films qui sortent aujourd'hui, je pense par exemple à l'Italie,
Je pense à Dogman, je pense à Les Meraviglie, donc vraiment de films extraordinaires de metteurs en scène italiens. Je pense au Traditore de Marco Bellocchio. Est-ce que dans 20 ans, ils seront des classiques? Et c'est difficile de penser qu'ils seront des classiques parce que le nombre de spectateurs qui a vu ces films est beaucoup moins important qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense qu'un film comme Le Traditore, c'est un film qui parle de l'histoire italienne. Qui marche très bien. Ouais. Marche très bien, oui, oui. Mais quand même, il y a 20 ans, il y aurait eu une grande discussion sur les pages des journaux, d'intellectuels, historiens. C'est un grand film sur l'Italie et qui parle de l'histoire, donc qui parle du présent. Et cette dimension, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et je me souviens quand j'étais enfant, quand j'allais à l'école, le jour après, on parlait ou des films qu'on avait vus à la salle ou des films qu'on avait vus à la télé. Il y avait seulement une chaîne. Et voilà. Donc ça, c'est une grande question. Est-ce que le cinéma a perdu la force d'imposer des canons et la classicité? Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde à Bologne, à Lyon, dans plein d'endroits, nous tous, et que la fréquentation augmente dans l'Europe du Nord. En France, elle reste stable, très élevée, stable mais très élevée. En Russie, le cinéma repart. En Espagne, ça repart. Le groupe MK2 a acheté des salles en Andalousie, une grande salle à Madrid, et programme, et tout ça recommence. Le Couloir, le film de Pavel Pawlikowski, a été un énorme succès en Espagne. Donc c'est des choses qui rendent optimistes. En même temps, Jérôme Sédou, qui arrive, je crois, là, à la fin qui est le patron de Pathé, dit oui, mais on fait beaucoup d'investissements. Donc on fait beaucoup d'investissements pour maintenir une fréquentation égale. Donc il ne faut pas être trop optimiste non plus, parce que ça reste quand même difficile. Maintenant, cette question de la combativité, pour moi, elle est fondamentale. Parce que, d'abord, nous, en France, on est les spécialistes de l'autodépréciation. On a même perdu une guerre, enfin, on a perdu le début d'une guerre en 1940 et 41, parce qu'on avait considéré que la guerre était perdue avant même de commencer à la livrer, et avec des gens qui étaient des traîtres à la nation. Eh bien, je ne dis pas qu'il y a des traîtres à la nation cinéphile, mais je crois quand même que il y a beaucoup de signes qui sont là pour prouver de nous rendre relativement confiants dans l'avenir. Mais, par exemple, quand on dit il y a plus en plus de monde, à Lyon, dans les salles, et on dit il y a de moins en moins de lecteurs, le cinéma prend moins de place dans les journaux. Quelle est la poule et quel est l'œuf? Qui a commencé? Quel est le responsable? Parce qu'il y a quand même dans nos métiers une chose dont nous parlions avant, à Lyon, en 1995, pour le 100e anniversaire du cinéma, et l'an prochain c'est déjà les 125 ans, on avait fait un grand colloque sur la cinéphilie, et on avait beaucoup parlé de la presse, de la critique. Aujourd'hui, c'est impossible d'en parler. Or, il y a de plus en plus de monde dans les salles, mais il y a moins en moins de place pour le cinéma dans les journaux. Ça vient des patrons de journaux qui pensent que tout ça n'est pas très important, et sans doute qu'ils se trompent, et ils croient être un peu modernes en accordant beaucoup de place aux commentaires sur les séries. Mais les séries, il y en a tellement. Même en France, il y a 15 films qui sortent chaque semaine, c'est déjà trop. Alors les séries, comment choisir? Bon. Mais il y aurait là aussi, de ce point de vue-là, des questions à se poser avec un métier, la presse, il y a peut-être quelques journalistes ici, qui devraient accepter, même pas une remise en cause personnelle, mais contribuer à étudier l'histoire de la dévalorisation du cinéma, même par ceux-là même. Moi, je suis très lié au monde du sport. Et en France, vous avez la Gazzetta dello Sport, et nous, on a l'Équipe.
Mais mes copains de l'équipe, ils ne déprécient jamais le sport qui les fait vivre. Ils ont toujours de quoi trouver quelque chose à dire pour valoriser le... En cinéma, il y a quand même toujours quelque chose qui fait que, pardon, mais un journaliste, moi c'est mon sujet favori, j'ai commencé comme ça, parce que j'ai commencé comme historien de la revue Positif, il y aura toujours un moment où le journaliste va se valoriser. Un journaliste sportif, il ne peut pas se valoriser quand il parle de Pelé ou de Maradona. Il n'est pas Pelé ou il n'est pas Maradona. Il n'est pas Mozart ou Miles Davis. Quand il va à un concert de Miles Davis, il ne pouvait pas dire « je peux faire pareil ». Alors qu'en cinéma, y compris avec cette jeunesse très particulière des jeunes gens des cahiers du cinéma, ils ne sont pas devenus cinéastes parce qu'ils étaient critiques. Ils voulaient devenir cinéastes, ils sont passés par la critique. Ils sont 5, plus on ajoute René Demy, Varda. Ils sont 5, ils avaient du talent pour devenir ce qu'ils sont devenus. Il y en a plein d'autres autour. Claude de Givray n'est pas devenu un grand cinéaste. Et ça n'est pas grave. Mais on donne le sentiment que... Et tout à coup, il y a eu des discours formidablement théoriques sur écrire sur le cinéma, c'était déjà faire du cinéma. Oui, mais après ils l'ont fait. Après, il y en a qui l'ont pas fait et aujourd'hui encore, qui continuent d'écrire. Et il y a aussi de ce point de vue-là quelque chose qui doit changer, parce que là, la défaite est claire. C'est-à-dire qu'avant, on avait le luxe de pouvoir se séparer, se diviser, se disputer sur une partie du cinéma. Toi, c'est Dreyer, toi, c'est Buñuel. Et Freddy, d'ailleurs, dont je parlais, a été le premier à dire « on a écrit des conneries ». Alors lui, il était très anti-Godard. Puis après, évidemment, quand Jean-Luc est revenu vivre en Suisse, ils se sont retrouvés d'une certaine façon. Bon. Mais avant, on avait... Est-ce qu'on a toujours ce luxe-là ? Et est-ce qu'au contraire, il ne faut pas... C'est pas une question de fausse générosité ou de naïveté ou d'innocence, mais c'est une question aussi de contribuer à faire en sorte que quand même, nous tous ici, nous avons été inventés, on s'est inventés nous-mêmes, parce qu'on a aimé le cinéma. Quand vous êtes à Cannes ou ailleurs, mais moi je me souviens, je ne vais pas prendre même un film de Cannes, mais je vais quand même prendre l'exemple de Malik, pour Thin Red Line. Le film que j'avais vu, j'étais pas du tout à Cannes à cette époque-là, et je l'avais vu à Berlin. J'étais super content de voir un film comme ça à Berlin. Aujourd'hui, si Malik allait à Berlin, je serais très énervé. Bon. Mais je me souviens, c'était l'ancien Zoo Palace, j'avais été ébloui et je m'étais dit, oh, je suis content que quand j'étais petit, j'ai choisi cinéma. J'étais content d'être dans une discipline capable de produire des œuvres pareilles et de me donner une jouissance de spectateur comme ça, des choses que sur certains arts, je peux connaître un peu, d'autres moins. Mais là, notre truc, c'est le cinéma. Et tout à coup, on est face à ça. Bon, il y a quelque chose d'un enthousiasme. En France, on a un jeune journaliste, enfin la quarantaine, qui est en train de s'imposer, qui s'appelle Philippe Rouillet, qui fait un peu de télévision, un peu de radio, de la presse écrite, qui travaille à Positif. Et Philippe, il est enthousiaste. Eh bien, il vient aussi beaucoup parler à l'Institut Lumière. Les salles sont pleines quand il vient. Parce que Michel Simon, d'autres gens viennent, de Dominique Paigny, mais sauf à ne pas vouloir les offenser, il faut aussi aller chercher la jeune génération. Et même 40 ans, c'est presque vieux. Une génération qui ne va pas imiter, parce que c'est aussi ça le problème qu'on a beaucoup en France, c'est que c'est des gens qui sont des imitateurs de ce qui a déjà été écrit, vient de ressortir... et donc, je disais, Philippe Rouillet fait partie de cette jeune génération qui transmettent quelque chose et qui donnent envie, et qui sont, de fait, populaires. C'est important aussi. La critique n'a pas été inventée dans les années 50. Elle a été inventée dans les années 20. Et elle a toujours accompagné les créateurs. Hein, là aussi, où la France, on croit qu'on a inventé la cinéphilie, la critique, le truc, le machin. Bon, Marcel Carnet était journaliste avant d'être cinéaste. Donc, ça n'est pas François Truffaut qui a inventé ça. Et Truffaut, on vient de sortir dans une édition très très bien éditée tous ces articles du magazine Art. Donc, il y a le Truffaut des cahiers du cinéma, et en même temps, il gagnait sa vie aussi comme critique.
et dans le magazine Art. Et une bonne partie de ce à quoi il est identifié, de certaines bagarres, c'est souvent, on dit toujours les cahiers du cinéma, non, c'était souvent dans Art qu'il bagarrait, qu'il bataillait. Tout ça, ça a 60 ans, 70 ans. Or, pour une part, en France, ils vont prendre ça comme si c'est la vérité des choses. Mais est-ce qu'on pense politiquement la même chose que les gens... Bon. Or, il va y avoir de l'imitation beaucoup. Et le bouquin va être désastreux. Le bouquin est ultra dangereux. Et en même temps, il faut avoir du recul distancié. Moi, je le trouve passionnant, le bouquin. Le bouquin est formidable. Et Truffaut est une extraordinaire bête de cinéma. Injuste, mais brillante, compétente, érudite, cultivée, batailleuse. Bon. Mais, par exemple, au mois d'octobre, pour Lyon, on va faire André Cayatte. On ne trouve pas un seul bon papier. On revoit les films avec Maël, qui est ici, Maël Arnaud, et avec Bertrand, Noël Herp, qui est aussi un spécialiste de Cayatte, qui va faire un dossier dans Positif. On voit les films. Aujourd'hui, ils pensent en disant qu'est-ce qu'ils se disaient à l'époque. Aujourd'hui, on a nos réserves sur ça, mais on sait que Cayatte était le grand cinéaste du cinéma à thèse judiciaire. C'est un ancien avocat, etc. Et une grande partie de son œuvre, c'est des problèmes de justice. Bon. C'est passionnant pour nous parce que c'est un homme dont il faut voir les films. 2, en plus, on ne les revoit jamais puisqu'il n'est pas l'objet d'un culte. Et 3, c'est plutôt marrant de le faire aujourd'hui pour essayer d'en parler depuis aujourd'hui. Quand on lit les papiers de Truffaut sur Cayatte, c'est terrible. Donc on pourrait s'arrêter là. Ben non, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut au contraire voir ça. Peut-être qu'une partie du public dira, moi je suis d'accord avec Truffaut, c'est nul. Ou peut-être qu'une partie dira, mais comment a-t-on pu écrire ça? Parce que c'était une autre époque. Et qu'il y avait le luxe de ça. Et que Truffaut, par ailleurs, avait son propre agenda politique dans la défense de tel cinéma contre tel autre cinéma. Bon. Et qu'il faut prendre ça comme un moment d'histoire, même si ça peut être utile. Et c'est passionnant de lire ça aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que non pas les temps de reconstruction dans lesquels nous sommes, mais dans les temps quand même de grandes menaces, on ne va pas non plus cacher ça. Il y a une grande menace pour le cinéma. Je crois aussi qu'on a besoin de gens qui pensent le cinéma, qui le pensent de manière contemporaine, qui accompagnent ceux qui font des films, qui les réalisent, ceux qui les produisent, ceux qui les montrent, parce que ça contribue aussi à faire de ça. Alors après, il y a des petites familles à l'intérieur d'un grand mouvement. Par exemple, j'étais à Tokyo la semaine dernière et je rentre, et le commandant de bord apprend, parce qu'il avait le nom des passagers, que j'étais là, et il se trouve qu'il est cinéphile, donc il savait qui j'étais. Et l'hôtesse m'invite à aller passer du temps avec lui. Et donc je vais dans le cockpit, et on était au-dessus des nuages, là, au-dessus de l'Inde, en train de rentrer. Les mecs, ils font rien, hein, c'est tout automatique. Donc on avait le temps de parler. Et le type était un super cinéphile, mais un trop cinéphile. Il me dit, moi j'ai arrêté le cinéma en 2002. Je lui dis, c'est-à-dire? Il dit, j'ai arrêté le cinéma quand le numérique est arrivé. C'est-à-dire, il dit, moi j'ai fait une dépression nerveuse. Ma femme m'a acheté un projecteur Super 8 et un projecteur 16 pour que je puisse continuer à toucher de la pellicule. Il dit, je me suis rendu compte que Tarantino est pareil. Tarantino dit, je ne veux pas voir de DCP. Je crois que je l'ai raconté ici, quand on a fait les 25 ans de Kill Bill, je crois, ou les 20 ans de Kill Bill Mais même cette année, la copie était en 35. La copie était en 35, bien sûr. Pas de DCP. Un seul projecteur sur plateau. Donc nous, on était comme ça, d'avoir peur qu'il a refusé. Il y aura l'exploitation DCP, mais lui, il ne voulait pas. Et quand même sur la plage, on monte des films, c'est tout en 35. Aussi parce qu'il récupère les copies après. Mais il ne veut pas les faire sous-titrer sur la copie. Et après, il les monte dans sa salle du New Beverly, sur Beverly Boulevard, et c'est très bien. Mais le commandant de bord, alors pour lui, le plus grand cinéaste du monde, c'est Eugène Green.
Donc, formidable. Il est de cette... Mais c'était quasiment un truc médical de l'écouter parler. Et le type ne va presque plus au cinéma. Et il regarde à la cinémathèque les supports. Quand il y a un film en 35, il y va. Donc il dit, je vais beaucoup moins au cinéma et je ne vais plus voir de cinéma contemporain, puisque je ne veux plus de ce scintillement qui me fait dans les yeux. Bon. Alors, c'est bien, c'est pittoresque et c'est marginal. Mais en même temps, on revient, et ça c'est des discussions qu'on a beaucoup avec Tarantino, c'est-à-dire, oui, c'est bien le 35, mais d'abord il y a la salle. Et donc là, on revient aussi au cinéma classique, où les restaurations en numérique, en DCP, pas tant de la qualité qu'on peut juger, on peut avoir plein de débats et on en a, que de leur maniabilité, la facilité avec laquelle il est redevenu possible et facile de voir des classiques du cinéma sur grand écran. Et même les jeunes gens d'aujourd'hui n'imaginent pas à quel point, il y a 20 ans, ça n'était plus possible. Et là encore, en France, il y a toujours des distributeurs, des gens qui font attention à tout ça. Donc, il y a un premier combat qui est celui de la salle, et il y a un deuxième combat éventuellement, et bien sûr, c'est ce qui nous guette, et on le fera tous. Nous, on avait fait à Lyon une séance qui s'appelait 16 mm noir et blanc, que Maël faisait avec Raymond Chira, parce que c'était l'idée que les ciné-clubs des années 50-60, moi, le caméraman, qu'on a vu hier soir, je l'avais vu avec mon père quand j'étais enfant, dans un ciné-club. Donc je pense que c'était une copie 16 mm. Donc pendant longtemps, même Truffaut, à la fin des années 40, à Biarritz, etc., il y avait du 35, il y avait beaucoup de 16. Et donc les gens étaient capables de reconnaître la qualité d'un film avec de la pellicule qui était la pellicule 16. Donc ça, c'est autre chose. Et bientôt, on fera... Mesdames et messieurs, voici le nouveau festival que nous inventons, qui est un festival de copie 35. Mais où les jeunes vont dire, bon, mais elle est pourrie la copie là. Parce qu'ils sont habitués à avoir le point, le cadre, etc. parfaitement. Et nous, à Lyon, on a comme religion de principe, quand on a le choix entre 35 et DCP, on prend 35. Parce que d'abord... c'est de plus en plus marginal, et donc il faut chaque fois qu'on peut, mais aussi pour ne pas que, dans la fidélité du public, les gens oublient le sous-titrage qu'on n'arrive pas à lire quand c'est blanc sur blanc, les changements de bobine. Nous, il y a vraiment des jeunes gens qui disent, mais on n'a pas compris pourquoi régulièrement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et Pierre Rissian, qui était un fidèle de Cinema Ritrovato, continuait toujours à dire, quand il parlait des films, il dit, non mais là au milieu de la 4e bobine, il avait toujours un tempo dans la tête qui n'était pas la durée, mais le nombre de bobines. Et parce qu'il était issu d'une autre culture. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, de les imiter, mais il s'agit de dire que quand on va au Louvre, on ne voit pas une reproduction numérique de la Joconde, on voit aussi ça. Donc il ne faut pas perdre tout ça. Et je crois, pour revenir au débat, que c'est le même combat. Quelle est la réponse du cinéma ? Le cinéma a la réponse dans ses propres mains. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin, on est arrivé à la fin de notre ère. Déjà. Mais des questions peut-être, parce que... Tu peux faire la question ? Non, on ne fait jamais de questions. Non, c'est un festival très dictatorial, et donc, mais c'est une dictature démocratique. Mais on est évidemment dans le même parti. Ici à Bologne, la moitié de la programmation, c'est du 35. Cette année, on a même une section 16 mm. On a mis un projecteur... avec la lampe à charbon, et on fait les projections sur la piazzetta à lampe à charbon. Donc, on est dans les mêmes parties de la résistance du cinéma, mais qui n'est pas seulement la résistance, c'est l'idée que le cinéma a un futur important et qu'il faut travailler tous, les festivals, les institutions, pour... Mais c'est violent. C'est violent et c'est douloureux, c'est même dangereux.
Parce que il y a, comme dans nos vies, il y a un papier formidable dans le journal Le Monde là aujourd'hui sur comment nos vies numériques ont accentué notre impatience. Et il y a une étude qui a été faite, comme quoi la durée moyenne d'un plan dans le cinéma mondial autrefois était de 15 secondes, et qu'aujourd'hui la durée moyenne d'un plan est de 3 secondes. Et les gens n'ont plus ou moins de tolérance au temps, à l'ennui, sauf justement ceux qui n'aiment que ce qui est ennuyeux, et parfois ils devraient, eux, faire un bout de chemin vers nous, mais donc il ne s'agit pas, alors le mot résistance est toujours un peu fort, mais je ne vais pas apparaître non plus comme prêchi-prêcha, parce que c'est réel, c'est pour ça que je dis que c'est douloureux. Nous, ce qu'on fait à Cannes, et moi, ça a été compliqué, y compris quand j'ai dit, il y a 3 ans, il y a 2 ans, enfin 3 festivals, j'ai dit, il faut saluer l'arrivée de Netflix. On a pris des films Netflix, parce qu'on pensait qu'après, on allait les convaincre de sortir en salle. Ils n'ont pas voulu, donc on a changé les règles. Mais Steven Soderbergh a fait un film sur le lockout des joueurs de basket, qui est sur Netflix, qui est un très beau film. Soderbergh est un grand cinéaste. Quelle est l'affiche ? Quel est le résumé ? Quelle est l'histoire ? Quels sont les papiers critiques ? Qui étudie le travail ? Thomas Sautinel, dans Le Monde, fait régulièrement des papiers critiques. Il essaye de dire, il faut inventer une critique des plateformes. Mais de toute façon, il y a tellement de choses. Comment faire ? Et bien sûr, The Irishman, le film de Martin Scorsese, qui sera prêt à la fin de l'année, va faire redémarrer le débat. Et encore une fois, Martin Scorsese a fait ce film avec Netflix parce que c'est Netflix qui a produit ce film, que aucun studio. Donc, il fallait que tout le monde aille voir Silence, qui est d'ailleurs un film très sous-estimé. Parce que l'échec de Silence a poussé Martin Scorsese dans les bras de Netflix. Parce que aux États-Unis, vous faites Silence sur l'histoire de catholiques au Japon, dans le Japon fermé avant l'ère Meiji. Bon, personne n'est allé voir ça. Il n'y a même pas eu d'avant-première à New York. Donc derrière, il a un film, même si c'est un film avec De Niro, Pacino et Joe Pesci, il n'arrive pas à le produire. C'est Netflix. Donc tout est plus complexe, mais la voix du cinéma porte encore. Et cette voix, cette noblesse, nous tous les professionnels qui sommes ici, nous tous le public, c'est nous qui en sommes la garantie. Alors, on termine sur la noblesse du cinéma et puis on veut savoir connaître les noms du capitaine cinéma de ton avion. Oui, alors je vous dirai, parce que il s'appelle Guillaume quelque chose. Il a même écrit un livre chez un éditeur extrêmement obscur, dont je n'en suis que là, c'était jeudi, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment me renseigner. Mais surtout, il faut qu'il vienne ici. Il m'a promis de venir à Lyon, parce que je pense que on peut inventer, vous savez, c'était le syndrome de Stendhal, hein, devant l'émotion de certains, on va l'appeler le syndrome de Guillaume, c'est-à-dire la dépression nerveuse quand l'absence de l'argentique. L'absence de l'argentique, un truc physique, et le type, ça va, il a survécu, et puis il est commandant de bord, mais quand même, des gens comme ça, au XXe siècle, ça aura existé, quoi. Thierry Frémaux, la noblesse du cinéma. Merci à vous. Et l'année prochaine, c'est les 125 ans de la naissance du cinématographe Lumière. Voilà. Ah putain, là, il n'y a plus... T'as un photographe parce que j'étais là. Hey, félicitations, j'ai un échange avec toi, je fais de la recherche. Et j'aimerais avoir